Bonjour, ici Tania Neveu, bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, sur le plateau, on jase avec Guillaume Beaulieu qui revient tout juste d'un voyage à l'île Maurice. On vous fait découvrir les voitures électriques. On parle de la planification stratégique du Témiscamingue avec Nadia Bellumeur et André Baillargeon, le propriétaire de Dans la bottine à Grébiche, vient nous proposer ses nouveaux produits. En musique, Juliette Lefebvre-Tardif. Bonne émission. La déprime tire du gun, la lune me donne 56 bonnes raisons de chialer. Ça va prendre plus qu'un gallon de blanc cassé pour tenir la porte de la cuisine. Le poêle à gaz et sa full pin. Il fait chaud dans le camp. Y'a rien à faire, j'dors en cuillère avec des ice packs de camping. J'pratique ma vie pour le restant de mes jours. J'calcule les heures que j'ai en moins. J'compte les filles qui t'ont fait l'amour. Puis j'manque de doigts. Moi mon linge beau sans dessin, les maudits beaux sans dessin. C'est où, dis-moi, tu reviens quand? Fais ce qu'il faut faire, mais fais-le vite. Il y a tout ce qu'il faut ici pour rien vouloir. Je te jure que je suis pas chauffée à blanc. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends? Je suis pas une conne. Moi mon linge beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ramène ta bouche, ramène tes bras, fais ce qu'il faut faire, mais fais-le vite. Attends-ton pas que je m'enfarge dans visite. Je suis pas trop petite pour les manèges. J'ai lu ta note sur frigidaire. Bébé, je t'aime. Moi mon linge beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. C'était Juliette Lefebvre-Tardif. On aura l'occasion de lui parler un peu plus tard dans l'émission. Il y a quelques semaines à peine, il était à l'île Maurice pour mettre sur pied des initiatives de développement durable avec des jeunes entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, il est avec nous. Veuillez accueillir Guillaume Beaulieu. Bonjour Guillaume. Bonjour Tania, Ça va bien? ça va très bien toi? Oui. Chargé de projet à communauté, compteur. Et là, il y a un mois à peine, vous vous retrouvez à l'île Maurice. Pourquoi? Pourquoi? En fait, il y a tout un contexte effectivement autour de ça. C'est vrai que bon, depuis quelques mois, j'allais sur un contrat qui était court terme. En même temps, j'avais pas beaucoup, je suis en transition aussi en termes professionnels et personnels et tout ça. Et là, je me disais, voyager, ça serait un bon timing. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, il y a un appel de candidature qui se fait au niveau provincial pour des jeunes qui voudraient partir
pour aller aider en aide en chargé de projet dans des pays de l'océan Indien. Donc là, je regarde ça, développement durable et tout ça. Je regarde ça, je dis, bien écoute, ça pourrait peut-être être intéressant. J'imagine qu'il y a des centaines de personnes qui appliquent, alors que, bien, on va essayer. Alors, je dépose ma candidature et on me contacte pour me dire que bingo, ça marche et je pars dans 1 mois et demi pour 2 mois. Mais ça prenait quoi comme candidature? Ça prenait-tu un dossier étoffé, un CV? Comment on fait? Bien, c'est un dossier quand même relativement étoffé. C'est sûr que, bon, faut que tu mettes ton CV, des expériences qui ont rapport directement soit au développement durable ou à la gestion de projet. Donc, il faut connaître ça un peu et tout ça. Les expériences qui ont été là-dedans, quelques références dans le milieu et aussi une lettre d'intention de qu'est-ce qui nous motive tant à faire ça là maintenant dans notre contexte où on se place. Et une petite entrevue aussi qui fait partie de ça. Donc, ça a été en gros là, mon processus que j'ai connu pour me rendre là. Rendu là, préparation assez mince quand même. Oui, on a 1 mois et demi aussi. Oui, là, c'est ça, c'est court. Oui, oui. 2 mois à l'île Maurice? 2 mois. Vous avez entre autres travaillé sur un projet d'agriculture et de création de spectacles ou école de spectacle, de théâtre, hein, plutôt? De théâtre, oui, effectivement. Comment ça s'est passé? Il y a des gens qui vous accueillent, vu que c'est un projet qui est bien ficelé, bien monté. Comment ça se passe? En fait, il y a un comité local là-bas qui, depuis 6 mois, avait planché sur un certain nombre de projets qu'ils trouvaient plus importants, plus structurants pour eux à faire. Et donc, pour ce qui est du cas de l'île Maurice, parce qu'il y a plusieurs pays donc il y avait des priorités différentes, il avait misé sur ces 2 projets-là. Donc, d'agriculture biologique, revenu durable pour des populations à plus faible revenu dans des quartiers un peu chauds, là, près de la capitale, qui pourraient peut-être, sur un terrain en friche, là, en arrière de chez eux, pouvoir peut-être développer là, de l'agriculture bio, non seulement pour en manger eux-mêmes, mais aussi en vendre à l'industrie hôtelière locale. Donc, ça, c'était un gros projet, voulant se retrouver avec 200 familles qui pourraient vivre de ça à temps plein pendant, pour les nombreuses prochaines années. Il y avait un site qui était déjà opérationnel quand je suis arrivé et il fallait comme continuer de bien structurer ça et répandre l'initiative sur plein d'autres sites un peu partout à travers l'île. Et l'autre projet, lui, était beaucoup plus loin. Donc, c'est un projet plus facile à monter. Petite école de théâtre, 35 personnes, des gens qui avaient déjà été ciblés au niveau professionnel pour donner les cours sur 1 an complet et se retrouver à la fin de l'année avec une pièce de théâtre écrite co-écrite finalement avec les jeunes et jouer finalement tout ça devant l'ensemble du public. On est dans un pays où il y a plusieurs ethnies qui se côtoient. Il y en a qui sont, je dirais, aux limites un peu réprimées. Il y a de la cohabitation qui est un peu corsée parfois. Et ces jeunes-là, justement, n'ont pas traditionnellement développé une grosse prise de parole personnelle. Donc, ça sert aussi beaucoup à un travail de développement quasiment ethnique, là, rendu là pour dire les créoles, on sort un peu de notre mutisme et on prend la parole par notamment des jeunes qui suivent des cours. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ces 2 mois-là? Énormément d'affaires. Parce que, écoute, moi, je suis un poseur de questions professionnel. Là. Fait que j'ai énormément appris, évidemment, de la culture là-bas et j'ai étudié en anthropologie puis en sciences politiques. Donc, l'anthropologie, l'étude des cultures un peu à travers le monde. Donc, ce que je voyais là, c'était un peu de l'Inde, un peu de l'Afrique, de Madagascar, un peu de la France, un peu d'Angleterre. C'est un beau mélange de tout ça. C'est beaucoup aussi l'apprentissage du contexte de pauvreté, comment intervenir en contexte de pauvreté pour se rendre compte que par rapport à des gens qui s'investissent dans des contextes de pauvreté ici, en Abitibi-Témiscamingue ou au Québec, il y a souvent des modes, des manières de faire qui se sont développées ou des constats qui se sont passés finalement d'un bout à l'autre de la planète. On était à peu près dans la même tendance. Fait que je dirais, il y a des différences importantes au niveau culturel que j'ai vues, que j'ai appris, ça a été intéressant, mais aussi d'apprendre à quel point la planète est ronde. Là. Oui. Est-ce que c'est un endroit que vous voudriez y retourner avec votre conjointe, des amis, peu importe? Bien, en fait, là, je dirais que autant le Témiscamingue, on a dit que c'était un endroit du Québec qui était une perle rare que trop peu de gens au Québec connaissent, puis ont tout intérêt à connaître. Mais autant là-bas, je pense, les francophones des pays comme ici, la France ou ailleurs, mais surtout le Québec, les francophones se doutent pas à quel point là-bas, il y a de quoi d'intéressant. Donc, je dirais, tu sais, c'est un pays qui est stable.
Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a de la plage, mais il y a vraiment une belle richesse là, culturelle qui se vit. Et puis il y a les hôtels et tout ça, mais en même temps, on peut faire un voyage pack-sac et tout ça. Ouais. Et c'est une destination qu'à peu près très peu de Québécois connaissent. Fait que je dirais, premièrement, de voir ça, moi, ça m'invitait aussi moi-même à en faire la promotion, à me dire, moi-même, je pourrais y retourner. Mais en même temps, je dois dire que pour être allé déjà à l'île voisine, qui était l'île de la Réunion, qui appartient à la France, il y a 11 ans passés, j'avais été là en sortant de mes études. Et là, j'allais là pour un contexte de travail. Il y a peut-être une autre portion du monde que je verrais à part ce coin-là, parce que, bon, pour découvrir autre chose. Exactement. Exactement. Mais si l'occasion m'était donnée d'y retourner, demain matin, j'y retournerais. C'est vraiment appréciable. Ça m'a bien fait rire parce que dans la petite description que les recherchistes m'ont fait, il était écrit Guillaume Beaulieu, là où le vent le mène. Guillaume Beaulieu était au Témiscamingue il n'y a pas très longtemps, travaillait pour la MRC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Eh bien, c'est une Parce qu'on vous a aimé comme agent de développement à la MRC, là. En fait, il y a mon terrain de jeu, ça reste toujours l'Abitibi-Témiscamingue. OK. C'est bien, au moins, on garde ça. On là. reste, puis je reviens le plus souvent possible. Puis d'ailleurs, je suis encore au Témiscamingue officiellement là-dessus, puis je reviens souvent. Mais vrai que depuis novembre passé, donc là, je transitais vers une organisation qui s'appelle Communauté. Donc, dans le fond, on poule un certain nombre d'outils et de connaissances entre les gens qui sont des accompagnateurs de groupes de toutes sortes de manières, agents de développement, organisateurs communautaires, tout ça, pour réussir à faire face aux défis professionnels de tout le monde de la meilleure façon possible. C'est un peu la manière d'aller chercher des collègues de plus hors de l'organisation dans laquelle on est précisément. Donc, c'est un peu ça. Alors là, moi, étant déjà membre de ça avant, on m'a demandé de travailler pendant quelques mois sur un contrat bien précis. Là, en revenant de voyage, j'ai continué à travailler pour ça. Ça devrait se terminer normalement à la mi-décembre. On va voir comment ça se place pour la suite, financièrement aussi, etc. Mais dans le cas où il n'y aurait pas possibilité de continuer là-dessus, la question se pose. Mais il y a comme 4, 5, 6 pistes qui sont en même temps. Ça fait un bout de temps que je tourne dans la région. Les gens, ils savent un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que je suis capable de faire un peu. Mais en même temps, il y a moi qui me connais mieux avec le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Mais une chose est certaine, je suis un gars pour la cause. Donc, je ne veux pas faire un 9 à 5 insipide. Je veux pouvoir m'investir dans quelque chose que je me sente utile et que je sente que ça apporte réellement quelque chose pour la qualité de vie des gens d'ici. Oui, ça, on le sent bien. N'importe quand, vous venez nous raconter quelques histoires ici sur la terrasse du Frito-Bec. Merci beaucoup, Guillaume Beaulieu. Ça fait plaisir. Alors, on s'en va en pause et après la pause, on jase avec Gabriel Gingras qui a fait l'essai d'une voiture électrique. Elles sont tendance, il y en a de plus en plus au Québec et un membre de notre équipe a pu l'essayer, la fameuse voiture électrique. Bonjour, Gabriel Gingras. Bonjour. Comment on se sent à l'intérieur d'une voiture électrique? Bien, c'est sûr que l'intérieur d'une voiture électrique, c'est comme une voiture ordinaire. Sauf que il faut dire que les voitures électriques, c'est des voitures très, très silencieuses. C'est une particularité de ces voitures-là. En fait, une petite anecdote, quand j'ai fait mon essai routier d'une voiture électrique, on était dans le stationnement où se passait l'événement. Il y avait des gens qui étaient devant la voiture. J'ai démarré la voiture et les gens ne se sont pas rendus compte que je l'avais démarrée. Fait que ça a pris quand même beaucoup de temps à dire « Tassez-vous, on veut passer ». Fait que c'est juste pour dire à quel point c'est très, très, très silencieux. Puis c'est assez impressionnant de voir une voiture rouler sans vraiment entendre le bruit. J'ai pas fait un essai routier de la Tesla, qui est comme un peu comme la voiture de luxe des voitures électriques. Okay. Mais j'étais à l'arrière quand une personne l'a essayé. Et on se sent un peu comme un vaisseau spatial. En fait, mon impression de vaisseau spatial. Parce que vous n'avez jamais conduit un vaisseau spatial. Là. Non, malheureusement, okay, non. Mais l'accélération se fait très, très rapidement. OK. Donc, fait que tu n'as même pas le temps de t'en rendre compte. Non, tu n'as pas le temps de t'en rendre compte. Puis ça m'a vraiment prise par surprise. C'est la première fois que j'ai embarqué dans une voiture électrique. Et ça fait le saut. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, mais en même temps, on se sent quand même en sécurité dans ces voitures-là, malgré la puissance de ces voitures-là. Et là, ça s'est passé le 11 juin plutôt, et c'était organisé par l'association...
l'Association des voitures électriques du Québec. En fait, c'était des propriétaires de voitures électriques qui mettaient en exposition leurs voitures pour justement faire une séance d'information puis d'essais routiers avec les gens. Et c'est un marché qui évolue rapidement parce que depuis le 11 juin, il y a déjà une nouvelle voiture qui est annoncée. Oui, en fait, la classique Westphalia qui ont annoncé qu'ils allaient la faire en version électrique. Donc, le marché est vraiment très, très, très en mouvement. Donc, j'aurais plusieurs autres questions, mais on va aller essayer de tenter de trouver les réponses à l'intérieur de votre reportage. Merci. Merci. Après ça, pas issu de gaz, ça a toute sa place. Comme la Volt, faire une berline spacieuse de même, elle coûtera plus cher. Là, tu sais. Non, c'est vrai que c'est la voiture du futur. Combien ça coûte une voiture électrique? Ça peut varier entre, je dirais, environ entre 30 000 et 200 quelques mille dollars. Et quels sont les plus gros inconvénients d'avoir une voiture électrique? Ben, des inconvénients, vu celle-là n'est pas totalement électrique, on n'a pas vraiment l'inconvénient d'avoir à être obligé de se brancher, là. Souvent, ça va être ça. L'inconvénient, c'est le manque d'infrastructure, des fois le temps de recharge. Dans le fond, moi, je me branche une fois par jour chez moi. Ma batterie, moi, c'est 60 km que j'ai d'autonomie et ma distance que je fais, c'est 25 km par jour. Même des fois, je fais 2 allers-retours, donc c'est 50 km. Fait qu'avec une charge correcte. Et quand je me branche le soir, j'arrive à 7 heures le soir. Ça prend 4 heures à recharger, puis je pars pas avant 7 heures le matin. Fait que j'ai 12 heures pour faire le plein d'électricité, si on veut. Moi, exemple, ça va être... je vais faire 5000 km avec 35 litres d'essence. Fait que parce que je roule tout le temps électrique, je roule à 80-90 % du temps en mode électrique. Ça prend combien de temps en moyenne une charge? Une charge environ peut-être 3 à 4 heures pour se recharger une voiture. Là. Ben, moi, actuellement, j'ai une borne à la maison et j'ai aussi une prise ici que j'ai installée pour pouvoir me recharger. Ça nous prend idéalement une prise de 240 volts pour pouvoir installer une borne là, ici, au Témiscamingue, on n'a pas encore de borne commerciale. La MRC a fait l'acquisition de 4 bornes, mais il les a remis aux municipalités. Témiscamingue, on a Ville-Marie, Notre-Dame-du-Nord, puis une dans l'Est, puis ils vont être installés probablement cet été-là. C'est peut-être aux alentours de 700-800 $ pour avoir sa borne à la maison. Est-ce que les autos électriques sont plus propices à des problèmes techniques vu leur récente mise en marché? Bien, bonne question. Moi, je serais porté à dire moins propice. Si, par exemple, on parle de la Volt, juste à titre d'exemple, la majorité des véhicules à essence, on a quoi, 5 ans de garantie sur le groupe motopropulseur ou 60 000 kg, quelque chose comme ça. La Volt, sur la majorité de la carcasse et tout ça, ça va être la même garantie, mais le groupe qui propulse la voiture, qui appelle Voltec, ça veut dire le port de recharge, le chargeur, les moteurs électriques, la batterie, c'est garanti 8 ans ou 160 000 kg. Autrement dit, la carcasse va tomber à terre là, avant que la batterie fasse défaut, les moteurs électriques fassent défaut. Il y a beaucoup moins d'entretien. Moi, normalement, je faisais un changement d'huile aux 6 semaines. J'en fais un par année maintenant. Donc, le changement d'huile, c'est pour la motorisation à l'essence seulement. C'est ça, il va y avoir comme des inspections. C'est sûr, les freins, éventuellement, comme toute autre voiture, les choses de base, comme toutes les autres voitures, vont être à faire. Tu pèses ses breaks, puis tu peux mettre ça. On va le mettre sur le lot. C'est que sur le drive, c'est comme une transmission automatique normale. Sur le lot, c'est pas vraiment un lot. T'as pas un ratio rabaissé, c'est que la compression est plus élevée dans le sens que quand tu lâches le gaz, l'auto va freiner puis ça va récupérer l'énergie. Ton énergie d'aller, ça va freiner dans le fond. Fait que c'est comme un manuel. Quand il est embrayé puis tu lâches le gaz, ben t'as une compression. Puis cette compression-là fait que tu recharges ta batterie. Okay. Fait qu'à la place de gaspiller ton énergie dans le freinage, ben tu le remets dans tes poches. Puis au bout du bras ici, c'est un frein pour pas un klaxon pour piéton. Parce que t'as un gros klaxon aussi, mais ça fait peur. Tu veux pas que le monde fasse des crises cardiaques. Le frein, on se sert pas de ça, à part si t'as vraiment besoin. Et puis, admettons que tu lâches le gaz, tu vas te rendre compte que ça freine comme. Fait que les freins, ils sont comme pas. Les freins servent plus à démarrer qu'à freiner. Ouais, c'est ça. Fait
Fait que, tu sais, on s'habitue avec la conduite, fait qu'on n'utilise pas les freins. Fait que comme je disais plus tôt, tu te retrouves avec des symptômes d'une voiture qui roule pas. Là. Les freins, ils vont saisir dans la rouille parce qu'on les utilise pas. Fait que là, comme ça en dosant, mais tu lâches la pédale puis t'anticipes. Tu récupères ton énergie. Comme là, tu vois, il y a 12 000 watts qui revient dans la batterie. Ben, souvent, sur la grande route, on va mettre plus sur le drive parce que c'est plus efficace. Parce que même si on récupère de l'énergie en utilisant la compression, sur la route, on va avancer. On veut pas freiner ça. Mais c'est super silencieux aussi, mais est-ce que ça peut devenir un certain problème? Qu'elle soit aussi silencieuse? Oui, ben, c'est zen, mais en même temps, quelqu'un qui aurait tendance à s'endormir au volant. Ou par rapport aux autres aussi sur la route? Oui, ben en ville, les piétons, plutôt, il faut avoir conscience que, ben comme là, on le voit, là, c'est surtout dans les stationnements et ces affaires-là. Oui, parce que... Sur la route, ben, t'as le bruit des pneus, là, on l'entend quand même. Là. Souvent, ben, les gens, c'est ça, ils viennent plus zen, ils vont faire moins de rage au volant, ils vont moins dépenser, ils vont faire moins d'accidents, ils vont payer moins cher l'assurance. Est-ce que c'est autant sécuritaire qu'un automobile? Souvent plus. Dans le cas de la Volt, c'est à peu près similaire à un véhicule à essence parce qu'il y a de l'essence. Exemple, la Tesla, c'est la voiture la plus sécuritaire qui a jamais été faite. Surtout, ben là, ça dépend des types de collisions, mais en collision frontale, il n'y a rien qui peut battre la Tesla parce qu'il n'y a pas de moteur en avant. Fait que la zone qui s'écrase, si on veut, est plus grande que dans n'importe quel véhicule. Puis, si jamais on manque de batterie, est-ce que s'il y a du gaz dans le réservoir d'essence, est-ce qu'il embarque automatiquement? Oui, mais ça reste le moteur électrique qui contrôle les roues. Fait que le moteur il va agir un peu comme une génératrice. C'est pas tout à fait ça dans la réalité, là, mais c'est la meilleure image pour le raconter. C'est qu'en fait, il y a 3 moteurs. Il y a 2 moteurs électriques avec un moteur à essence puis un jeu de clutch en chaque. Fait que les moteurs vont changer de vocation. Il y en a qui vont devenir un alternateur pour le moteur à essence. Des fois, les 2 moteurs électriques sont une prise au roue. Des fois, il y en a un qui c'est une génératrice, l'autre c'est un moteur. C'est plus compliqué que ça. Fait que ça change tout dépendant de la vitesse qu'on va si on freine son accélérateur. Est-ce que c'est le genre de véhicule qui répond aux besoins quotidiens des gens du Témiscamingue? Oui, dans le cas de la Chevrolet Volt, ça c'est un véhicule qui remplace n'importe quel véhicule à essence parce que c'est un véhicule à essence. Il y a des statistiques que l'association a sorties. La personne moyenne, mettons, c'est un homme entre 35 et 50 ans qui aime la technologie. Fait que c'est vraiment ça le public cible. Mais le vrai public cible, c'est le monde qui vont rouler, qui vont faire de 50 à 150 km par jour. C'est vraiment là, eux, qui sont facilement atteignables. Souvent, les familles ont 2 véhicules, donc ils peuvent avoir un véhicule 100% électrique et garder un camion, sport utilitaire pour les fins de semaine, le camping, des choses comme ça. 10 juin à Amos, l'année passée, on était 3. Il y avait moi, Alexandre, puis un autre petit gars de Rouen qui n'est pas là aujourd'hui. Puis au mois de mai, on a fait un événement à Amos, à la même place. On était 12. Fait que, ça montre la progression qui est importante. Si on y va avec la logique, là, dans 3-4 ans, ça va être un gros mouvement, mais en même temps, ça va être tous des gens impliqués. C'est souvent les précurseurs, c'est des hommes assez jeunes, en moyen, des geeks, si on veut, des passionnés. Mais au fur et à mesure, c'est un peu comme l'Internet. Au début, c'est le même public. C'est des gens passionnés, puis après ça, ben, ça se répand à toute la population. Aujourd'hui, tout le monde a l'Internet, puis a accès à ça, puis c'est pas vraiment des maniaques d'Internet, c'est juste ça fait partie de la vie. Fait que les voitures électriques, c'est la même affaire. Les premiers, c'est des geeks, des passionnés. Puis tranquillement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait ça, puis c'est pas nécessairement des gens qui veulent nous jaser. Des fois, j'envoie la main à du monde en vol, puis si tu veux, toi. OK. Ah, c'est juste parce que je tripe, moi, là. Le Témiscamingue est en pleine planification stratégique et pour en parler, on reçoit la directrice générale adjointe et coordonnatrice de la planification stratégique du Témiscamingue, Nadia Bellumeur. Bonjour Nadia. Bonjour Tania. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui.
Planification stratégique, c'est comme deux mots qui font peur. Planification stratégique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est un plan. On se donne un plan, une façon de faire au Témiscamingue, quelque chose qu'on se dit, il faut absolument qu'on travaille de cette façon-là. On a tel objectif à rencontrer, ce qu'on veut, comment on veut se développer. C'est un peu comme faire un plan de nos vacances, si on veut. Tu sais, dans le fond, on se dit, bon, bien, dans nos vacances, on va aller tel endroit, tel endroit, tel endroit, on veut visiter ça. Bien, ce qu'on veut pour notre territoire dans les prochaines années, c'est ça un plan stratégique. Qu'est-ce qui est stratégique de faire pour le développement de notre territoire? Et la planification stratégique, elle existe depuis 2002. Bien, en fait, oui, telle qu'on la connaît, mais il y en a eu des plans stratégiques avant. Il y en a eu un en 1995, mais c'était le plan stratégique de la Société de développement du Témiscamingue, alors que maintenant, c'est le plan stratégique du Témiscamingue, donc qui regroupe plusieurs partenaires. La dernière fois qu'on avait consulté les gens du milieu de différents secteurs, c'était il y a 5 ans, c'est ça? Oui, absolument, il y a 5 ans. Les plans stratégiques ont une durée de vie de 5 ans, après quoi on les revise. Dans le dernier plan stratégique, quelles actions qui ont été posées que là, on pourrait dire concrètement à la population, bien voilà, le plan stratégique nous a permis de faire ça? Bien, en fait, je vais partir plutôt de 2002 parce qu'il y a eu beaucoup de grosses actions qui ont été faites dans le plan stratégique. Bon, on s'est questionné sur plusieurs sujets, mais il y a des grosses actions qu'on a réalisées, comme entre autres la station de recherche, qui était une des actions du plan stratégique, la coop santé, qui était une des actions du plan stratégique, le théâtre du RIF, qui en était une autre. Donc, il y avait des grosses actions qui nécessitaient des partenariats entre les organisations et qui demandaient, dans le fond, une levée de fonds dans le milieu ou bien non, qui demandaient qu'il y ait plusieurs partenaires en appui au projet. Donc, il y a des gros projets, mais il y a aussi des plus petits projets qui se sont réalisés. Quand on parle d'accueil des nouveaux arrivants, la formation d'un comité d'accueil des nouveaux arrivants, ça vient du plan stratégique. C'est un enjeu qui était identifié depuis quelques années. Fait qu'il y a plusieurs types de projets, puis on a comme 6 axes au plan stratégique qui est être beau, être riche, être intelligent, être en santé, avoir du fun, puis être plus nombreux au Témiscamingue. Donc, les projets s'inscrivent dans ces axes-là. Depuis le mois de mai, fin avril, début mai, vous avez commencé à consulter différents acteurs du milieu du Témiscamingue, que ce soit la forêt, la santé. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est quoi le son de cloche? Là, il faut le dire, Nadia, on travaille ensemble aussi dans une autre vie. Là. Dans cette vie-là, pas dans une autre vie, mais dans cette vie-là, on travaille ensemble dans un autre cadre plutôt où je travaille avec toi sur la planification stratégique. Donc, je suis un peu au courant de ce dont on parle aujourd'hui. Mais selon ton point de vue à toi, comment ça se passe? Parce que c'est moi qui les anime. Oui, absolument. Bien, en fait, pour refaire un petit retour, en 2002, on avait fait des états généraux. Où vraiment, il y avait eu 255 personnes pendant 3 jours qui s'étaient positionnées sur c'est quoi les grands enlignements. Quand on a renouvelé le plan stratégique quelques années, 5 ans plus tard, dans le fond, on n'avait pas fait d'états généraux, on n'a pas fait de grandes consultations. On est reparti de où est-ce qu'on était puis où est-ce qu'on voulait continuer d'avancer. Et après 10 ans, dans le fond, les gens ont dit « Oh là, je pense qu'on est dû pour refaire une grande consultation. » C'est pour ça qu'il y a des consultations. Donc, il devrait y avoir une douzaine de focus group. Plusieurs ont eu lieu déjà. Comment ça va? Je pense que ça va très bien. Ça permet de remettre les pendules à l'heure, de se resituer, de revoir où on veut aller, de refaire nos enjeux, nos visions par secteur d'activité, mais aussi de se positionner sur des grands enjeux qui sont transversaux à tous les secteurs. Parce que il y a des enjeux qui touchent tous les secteurs, que ce soit la démographie, l'acceptabilité sociale des projets majeurs, que ce soit l'accès aux services. C'est des enjeux qui touchent tout le monde. Ça, on en a identifié 8 enjeux transversaux sur lesquels, dans le fond, on questionne les gens pour savoir, bon, qu'est-ce que vous dégagez de ces enjeux-là? Des questions très ciblées. Donc, dans chacun des focus group, on pose des questions et là, on va regrouper, dans le fond, ce qui se dit puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces enjeux-là. Ça, est-ce que c'est nouveau de questionner les gens sur des enjeux comme ça? Est-ce que ça avait été fait la dernière fois aussi? Non, c'est relativement nouveau parce que le virage qu'on a pris au plan stratégique, on a dû apprendre à se connaître. Hein? Le premier plan stratégique, c'était un peu un cumul des plans d'action de tous les secteurs. Tout le monde voulait se retrouver dans le plan stratégique du Témiscamingue. Donc, chaque organisation qui fait partie du comité disait, bien, moi, je veux une action de mon organisation dans le plan stratégique. Et au fil des années, on a appris à se faire confiance. Et là, on s'est dit, bien, le plan stratégique, ça va être uniquement les enjeux qui sont transversaux. Donc, chaque secteur est responsable de son plan d'action, mais ce qui est collectif et qui nécessite qu'on travaille ensemble pour faire avancer le Témiscamingue, bien, c'est ce qui va se retrouver dans le plan stratégique. Fait que c'est nouveau de cette consultation-là. Et il y a un comité de la planification stratégique aussi qui existe et qui va s'assurer qu'il y a des actions qui vont émaner de ça.
c'est Bien, ça? absolument. Ça, c'est pas un plan qu'on fait puis qu'on met sur une tablette pour 5 ans, puis que c'est vraiment un comité qui s'assure d'un suivi du plan stratégique. Donc, à tous les mois, ce comité-là, après l'écriture du plan, regarde les actions qu'on a écrites dans le plan, dit où est-ce qu'on est rendu, est-ce que c'est réalisé, pourquoi c'est pas réalisé, et à chaque année, on revoit le plan. On inscrit des nouvelles actions, on enlève celles qui sont réalisées. Fait que c'est un plan qui est vraiment suivi. Tu sais, le taux de succès du dernier plan, mettons qu'il y avait 230 actions le dernier plan, il est réalisé à 90 Fait que c'est quelque chose qui n'est pas tabletté, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on continue de faire évoluer. Il y a aussi les 4 grandes conférences. Il y en a eu une sur la démographie. Maintenant, il y en a 3 autres qui devraient être présentées là, à l'automne, c'est ça? Absolument. C'est des grandes conférences qui visent justement à sensibiliser les gens sur les enjeux transversaux. Donc, il y a eu celle sur la démographie, il va y en avoir une sur la gouvernance et l'intendance du territoire, il va y en avoir une sur la qualité de vie et l'autre sur le climat d'affaires au Témiscamingue. Ça, toute la population est invitée à ces conférences-là parce que, dans le fond, c'est un sujet qui touche tout le monde. Qu'on soit citoyen de Lorrainville, de Moffett, de Témiscamingue, bon, le climat d'affaires, ça nous concerne, c'est nos entreprises. La gouvernance du territoire, ça nous concerne. Donc, c'est des sujets qui touchent tout le monde et on veut que les gens s'impliquent et qu'ils viennent aux conférences, qu'ils posent leurs questions, qu'ils participent. Et je sais également qu'au cours des prochaines semaines, il y aura un sondage, bien, pas nécessairement un sondage, mais un genre de plateforme où les gens pourront aller écrire leurs commentaires. Bien, ils peuvent déjà le faire via le Facebook de la planification stratégique, mais ils pourront aussi le faire via une plateforme sur le site web de la planification stratégique. Exactement. On va mettre en place un petit sondage, si on veut, sur les enjeux transversaux. Dans le fond, les mêmes questions qu'on pose aux gens des focus group, on va les adresser à la population du Témiscamingue. Donc, c'est important d'y répondre parce que c'est ce qui alimente le plan stratégique et c'est une façon de faire valoir notre point de vue parce que, bon, c'est sûr qu'on consulte des gens, entre 10 et 30 personnes par focus group, mais en même temps, bien, en dehors de ces gens-là, il y en a d'autres qui habitent le territoire et, bon, la façon de les rejoindre, c'est ce sondage-là qu'on va utiliser. Oui, puis il y en a qui sont moins à l'aise de parler en public, donc ils pourront le faire via plateforme web. Absolument. Puis ce qu'il faut dire, c'est que, bon, dans les focus group, on touche des sujets particuliers, santé, éducation. Donc, c'est des gens de ces milieux-là qui sont invités au focus group, mais comme utilisateurs en santé ou comme utilisateurs éducation ou en commerce et services, on a un mot à dire. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller avec un sondage. En 30 secondes environ, j'ai envie de te demander, ça fait combien d'années que tu travailles pour la Société de développement du Témiscamingue? Depuis 15 ans. Depuis 2002, j'étais là au tout début de la démarche de planification stratégique. Donc, tu travailles pour le développement du Témiscamingue. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé ou il y a 15 ans à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses positives, là, quand même? Bien là, oui, bien oui. Mais moi, je pense qu'on a toujours eu un très beau savoir-faire au Témiscamingue. On a toujours été capable d'innover. Puis au-delà de tout ce qu'on entend ou ce qu'on se fait dire, des coupures gouvernementales ou autres, on tire bien notre épingle du jeu au Témiscamingue et on est des gens innovateurs qui sont capables de travailler. On est des fonceurs, hein? Fait qu'on a toujours su contourner les obstacles puis avancer vers nos succès. Puis je pense que les gens ont intérêt à regarder ce qu'on fait chez nous. C'est un beau mot de la fin, ça. Merci beaucoup, merci. Nadia Bellumeur. Donc, on fait une courte pause et par la suite, une autre prestation de Juliette Lefebvre-Tardif. Le gros, donne-moi tes clés, tu pètes la balloune. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minoune. Le lascar est passé, y'a plus un chat d'en place. Viens, je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu me parles de tirer, pis que tu me sors tes rengaines de gars qui est déprimé. Mais comment ne fais pas le con pour savoir s'accrocher? C'est les mauvais cotons, ça finit par passer. Puis en plus, j'aurais plus personne. J'aurais plus mon vieux chum qui viendrait me bomber des tops quand ça va mal à shop. Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Les spots sont allumés,
le patron compte sa caisse, la waitress cette année. Il faudrait bien qu'on se presse, t'sais Rémi, moi aussi, j'en viens à me demander à quoi ça sert la vie quand ça se met à clocher. Et puis je trouve que par bout, c'est vraiment pas facile, qu'on est bien seul sa route dans cet univers débile. Mais rentre donc à maison, t'as un flot qui t'adore. Ça c'est une vraie bonne raison pour pas passer de l'autre bord. Pis moi, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum, celui que je plume à chaque année avec le pool d'hockey. Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Au lieu de tirer la plug sur ta crise de vie de bombe, essaie de lâcher la drogue pis de faire de toi un homme. Parce que moi je veux retrouver le vieux chum que j'ai connu. Mais personne peut t'aider si toi tu te bottes pas le cul. Le boss boy passe la mop, ils vont barrer les portes. On se fume une dernière top, après faudrait qu'on sorte. Juste au moment de se lever, il a fini par me dire de pas trop m'inquiéter pis qu'il allait essayer de s'en ressaisir. Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Alors, on vient tout juste de changer de décor pour vous présenter notre prochain invité. Il est le propriétaire de l'entreprise Dans la bottine à Grébiche, André Baillargeon. Bonjour. Bonjour. Donc, on est assis sur vos créations. Ben oui, nos nouvelles de cette année. Il y en a plusieurs nouvelles créations pour la saison estivale. On pourra en reparler. D'abord, on en parlait avant d'entrer en onde. Dans la bottine à Grébiche, ça va faire, en février 2017, ça va faire 10 ans que vous existez. Ça sort d'où le nom Dans la bottine à Grébiche? Bien, Grébiche, c'est le nom affectueux que je donne à ma blonde. Très affectueux, oui. Oui, c'est ça. Puis la bottine, bien, à un moment donné, je fouillais dans le logo, puis tu sais, une Grébiche, c'est comme une vieille sorcière. Puis moi, dans ma tête, j'avais la bottine avec la vieille sorcière quand j'étais jeune, en tout cas, une image. J'ai trouvé le logo, puis en tout cas, c'est parti comme ça. C'est Dans la bottine à Grébiche. Et là, ça fait 10 ans que vous roulez votre bosse. Vous avez été à Fugerville. Il y a eu une boutique à Fugerville. Bien, il y a encore une boutique à Fugerville qui a été un dépanneur à un certain moment. Un an et demi, oui. Ça a moins bien fonctionné pour les besoins de la population. C'est ça, c'était pas un besoin. Fait qu'on s'est décidé de se concentrer là-dedans pour Fugerville. Donc, il y a un point de service à Fugerville et vous avez aussi récemment ouvert un dépanneur à Moffett. Oui, on va faire un an en juillet. Où là, vous avez aussi quelques articles qui sont vendus. Effectivement, oui. D'où partent vos idées pour créer des confections comme celle-ci qui sont avec une glacière au centre, le banc multicolore, le plateau de service? Ça part d'où ces idées-là? Bien, je dirais que c'est à force d'en faire, puis les gens te demandent des affaires. Puis on envoie aussi, on envoie des affaires se promener, on magasine pas mal sur Internet, Pinterest, ces choses-là. C'est sûr qu'on les ajuste, on les met dans notre couleur à nous autres, puis c'est pas mal là que ça vient des idées. Mais c'est à force d'en faire. Et vous travaillez, tantôt on se parlait, vous avez un employé à l'année. Bon, vous faites ça, un employé à l'année et un employé à temps partiel pendant l'été, c'est ça? Pendant la grosse saison de l'été, oui. Et la conjointe aussi qui contribue, je pense? Bien, effectivement, c'est elle qui peint. Les choses qui sont peintes avec des dessins, là. Okay. C'est Chantal qui fait ça, la Grébiche. La Grébiche. Cet été, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, on est assis sur un banc. Oui. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. On était sur un banc, oui. On l'avait pas fait. On l'avait pas fait, ce banc-là encore. J'ai plusieurs nouveaux bancs cette année. Table, deux nouveaux modèles de table. Les anciens qui sont toujours en demande, c'est sûr. La fameuse table de pique-nique conventionnelle, mais avec la touche Grébiche. Oui. C'est-à-dire qu'elle est plus ronde que les autres. OK.
c'est essentiellement ça. La particularité sur toutes nos choses, c'est que c'est du cèdre. OK. 95% de nos choses sont faites en cèdre. Donc, plus résistant. Plus résistant pour l'extérieur, effectivement. OK, parfait. Tantôt, on parlait, je me demandais s'il y avait une clientèle qui provenait de l'extérieur du Témiscamingue, puis vous m'avez répondu oui, parce que, dans le fond, une des spécialités dans la bottine agribiche, c'est le bardeau de cèdre. Ouais. C'est tout ce qui est en cèdre. Nous, on achète des arbres, le cèdre. On fait le bois d'œuvre avec. Puis le bois d'œuvre, mais le cèdre, c'est souvent creux, c'est souvent pas bon. Fait qu'on met ça de côté, puis on fait du bardeau avec et du bardeau à cointer. Le bardeau à cointer, ça sert à la construction, pour ajuster, poser les fenêtres, les portes. Ça, c'est distribué partout à travers la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien dans les quincailleries. Puis on fait aussi le gros bardeau de finition. Ça commence à être à la mode, là. Les gens se font des pignons, des pans de murs. On commence à avoir des toits de temps en temps. Ça, c'est de plus en plus en demande, le bardeau de cèdre. Donc, la majorité de votre temps, est-ce qu'il est consacré à la création de tables comme ça ou plus au bardeau? Le mien, oui. Moi, je fais ça. Les employés sont sur le bardeau. Ouais. Puis moi, je suis moulancier quand le mois rentre. Avec un employé. Ça fait un autre employé quand il y a le moulancier entre moi puis un autre. Puis les deux, sur le bardeau l'été. L'été, le bardeau, c'est deux. Je vais revenir sur le dépanneur à Moffett. Ça va faire 1 an en juillet. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que là, le besoin est ressenti? Oui, oui. La demande est pas mal bonne. Bien, ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait plus. Moffett, c'est pas comme Fugerville. Fugerville, t'es à 5 minutes de la Verlachère, t'es à 20 minutes de Ville-Marie. Moffett, on est pas mal plus loin. Fait un pain, ça vient cher à aller le chercher. Puis il y a beaucoup de tourisme. En fait, c'est beaucoup développé le long du lac des 15. Là. Tu passerais là en bateau, tu verrais les chalets qu'il y a là, c'est rendu, c'est des maisons, c'est les 4 saisons. Ça s'est vraiment développé. Puis ça, bien, ça fait augmenter la clientèle. L'été, le dépanneur, ça va très bien. On sait, la plupart de nos entreprises sont concentrées dans le centre du Témiscamingue, Ville-Marie, les alentours. Être entrepreneur dans l'Est témiscamien, ça représente quel défi? Bien, c'est peut-être plus le défi de se faire voir. Mais nous autres, avec notre 10 ans et nos produits qui sont quand même, je dirais, originaux, ça aide beaucoup à se faire connaître. Les gens venaient beaucoup à Fugerville au début. C'est sûr qu'on est moins connus. Dire, à un moment donné, tout le monde a une boîte à patates. mais faire affaire dans l'Est témiscamien, pour nous autres, mettons, là, c'est mieux qu'à Ville-Marie. Le bardeau qu'on fait, là, nous, on a acheté bardeau distinction. Bardeau distinction, on opéré 2 ans à Ville-Marie, déficitaire pendant 2 ans. Moi, ça fait 10 ans que j'opère à Fugerville, la même compagnie. Puis ça marche. C'est simple. Raison? Bien, ajoute-toi une bâtisse à Fugerville, t'ajoutes-toi-en une à Ville-Marie. Le bardeau, je le prends. Je le fais venir un transport qui vient à Ville-Marie, à Fugerville, c'est pareil. Puis je le distribue partout dans la région. C'est la même affaire. Fait qu'il y a des avantages à être dans l'Est pour une compagnie comme la nôtre. Puis, j'ai un grand terrain, je peux rentrer des lames d'arbres sur mon terrain. À Ville-Marie, ça aurait coûté pas mal cher en affaire de même. Probablement que ça serait pas viable. Donc, c'est quand même un choix stratégique d'avoir décidé d'être dans l'Est témiscamien aussi. Puis, un choix personnel aussi, surtout qu'on reste là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le fait qui nous a fait... Je suis pas sûr qu'il y en a qui partiraient d'une Ville-Marie faire ça. Nous autres, on reste là, on le sait. T'sais, on le sait que c'est comme ça. Puis, comme je te dis, c'est pas plus loin qu'ailleurs. Fugerville, 20 minutes de Ville-Marie. Oui, effectivement. C'est pas très loin. Mais de toute façon, être entrepreneur, c'est un défi, même si c'est à Ville-Marie, je pense. Oui, sauf qu'on voyait récemment qu'il y avait eu une soirée pour les entrepreneurs de l'Est témiscamien pour qu'on les reconnaisse et tout ça. Sentez-vous que, tu sais, on a vu, les écoles, on sent qu'elles se dépeuplent, il y a moins de clientèle qu'il y en avait il y a 10 ans, mais est-ce qu'on sent quand même dans l'Est qu'il y a une effervescence, tu sais, avec ce gala-là qu'il y a eu au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a quand même une effervescence? Est-ce que les gens qui sont là ont quand même le goût de dire, nous autres, on veut le développer, notre Est témiscamien? Bien, cette soirée-là, c'était à ça qu'elle a servi. Ouais. Il faut prendre conscience de ça, qu'il y en avait beaucoup d'entrepreneurs finalement. Là. Il y en a une méchante batch. Combien est-ce qu'on a ici? Je pense qu'il y en a fait de 80. OK. Fait que c'est quand même, tu sais, on n'est pas tant de monde que ça. C'est ça, on ne croirait pas ça. C'est sûr qu'il y a du travailleur autonome à travers, mais j'ai commencé travailleur autonome. Fait que ça commence de même. Puis ça... Je pense que les gens qui restent dans le secteur Est, ils aiment le secteur Est. Ouais. C'est de garder le sentiment d'appartenance. Il y a des affaires qui se font bien dans l'Est, puis tu peux pas ouvrir un home hardware à la tulipe, là, ça marchera pas. Là. Mais il y a des affaires qui se font mieux. Les serres, là, ça commence à se développer tranquillement. Je pense qu'il y a un avenir, mais il y a une belle avenir touristique. Ça, c'est clair. Là, on le voit, là, les chalets qui se bâtissent,
Je pense que l'avenir de l'Est-Témiscamingue est beaucoup sur le tourisme. 2 points de service, si on veut. Bon, il y a Fugerville, m'a fait quelques produits. Il y en aura peut-être à Ville-Marie éventuellement. Oui. Donc, public, vous serez avertis. Je repartirai avec cette table glaciaire à la suite de cette émission. Et André, toi aussi, je t'avertis du même moment. Peux-tu nous parler de la table glaciaire? Parce que dans le fond, pour les gens qui sont à la radio et qui nous écoutent, ce qu'il faut comprendre, elle s'appelle table glaciaire parce qu'au milieu de la table, il y a un trou où là... On a mis un bac à fleurs bien ordinaire. Tu sais, on peut le faire de bien des modèles parce qu'il y a bien des modèles de bac à fleurs. Tu mets de la glace là-dedans, ta boisson préférée, puis c'est ça. Tu reçois tes convives. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas tout le temps en train d'aller chercher ta liqueur, ta bière. Tu remplis ça, puis tu as la paix. Tu en as pour l'après-midi, puis tu peux t'amuser avec tes invités. Oui, puis on pourrait même y aller, tu sais, on peut y aller avec de l'alcool, mais on peut y aller avec des condiments aussi. Si tu te fais des hamburgers, des hot dogs, tu mets ton fromage ou tes choses sur la glace aussi, ça peut être intéressant. Tu mets tes légumes là, c'est ça. C'est une glacière. Puis pour la qualité du bois, ce qu'on disait aussi, c'est que c'est résistant à l'eau, la pluie, les gars chauds. C'est les gars chauds. Oui, c'est ça. C'est du cèdre. Du cèdre, c'est solide, c'est fait pour l'extérieur. Puis on met une teinture qui est quand même de bonne qualité là-dessus, qui est bonne pour le cèdre. C'est pas toutes les teintures qui sont pour le cèdre, là. Faut vraiment que tu choisisses. OK. Puis c'est ce qu'on prend. Puis... On l'aime bien, notre table glaciaire. Je suis pas sûr que moi te la laisser. Non? Tous les produits sont disponibles sur la page Facebook dans la bottine Agribiche. Oui. Ça, oui, t'en as plusieurs modèles sur la page Facebook. Excellent. Sur ça, je vous remercie beaucoup, André Hivert-Argent, d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir surtout apporté vos créations. Bien, ça fait plaisir. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire du développement économique de l'Est-Témiscamingue, il y aura un dossier complet dans le journal Le Reflet, dans l'édition du 12 juillet. On va aller à une pause et ensuite on s'entretient avec notre artiste de cette émission, Juliette Lefebvre-Tardif. Lefebvre-Tardif, bonjour. Allô? Super. 2 premières belles prestations que tu nous as offertes aujourd'hui. Tantôt, je t'ai demandé, avant de rentrer sur scène, justement, je t'ai demandé de où ça sort ton inspiration pour la musique, puis tu me dis, je suis née avec. Oui. C'est un peu ça? Oui, on a pas mal une famille d'artistes chez nous, des artistes de toutes sortes, arts plastiques, musique, puis tout ça. Fait que j'ai été élevée là-dedans, puis ça fait des beaux parties de famille. Fait que dès que tu étais très jeune puis que tu as commencé à parler, tu as commencé à chanter. Oui. Je chantais à 2 ans, j'étais capable de chanter puis parler pas mal parfaitement. Instrument de musique, tu sais, parce que tu es quand même multidisciplinaire, là. Je t'ai déjà vu danser aussi, mais au niveau des instruments de musique, tu pratiques lequel? Je joue pas mal de la guitare, puis du piano, puis aussi du violoncelle, mais je peux également jouer du ukulélé, puis de la flûte, puis pas mal n'importe quel instrument. Tu as l'oreille facile. Oui, puis, j'ai vraiment une bonne capacité d'apprentissage en musique. Cette année, c'était ta dernière année au secondaire, est-ce que ça se peut? Non, je finis l'année prochaine. L'année prochaine. Mais tu as quand même contribué beaucoup à des événements qui se sont passés à l'école secondaire, comme secondaire en spectacle. Oui, puis aussi, il y a le show sonore. Qui revient à chaque année, où là, tu offres des prestations. Oui. Tu as également gagné les Talents cachés 2, c'est ça? Oui, c'est au Festival du Poisson Anglier. J'ai gagné la première place. J'avais chanté, c'était un medley des Beatles. Je chantais Across the Universe puis Helter Skelter. OK. Qu'est-ce que tu aimes dans la musique? Qu'est-ce que tu aimes dans les instruments? Pourquoi c'est une passion? Je sais bien que tu es tombée dedans, là, mais est-ce que ça te procure quelque chose de spécial? La musique, c'est comme un moyen de s'exprimer que des fois, les mots, tu n'arrives pas nécessairement à le dire. Puis la musique, ça te permet de le dire d'une manière plus facile. Puis, ça me fait vraiment triper. Tu me disais avant de rentrer en entrevue, tu n'es pas tant à l'aise à faire des entrevues comme ça, à parler. Donc, tu pourrais m'exprimer ça à travers une chanson que ça serait plus facile à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu composes? Pas vraiment. J'ai une composition de fait, mais j'ai fait la musique avec mes cousins. Puis c'est la blonde à mon cousin qui a écrit les paroles. OK, toi, mais j'ai pas vraiment de chanson sinon. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer, faire? Oui, j'aimerais vraiment ça. Mais je m'en vais étudier justement en littérature, fait que ça va m'aider pour apprendre à écrire plus, puis ça va m'aider à pouvoir écrire mes propres chansons.
Qu'est-ce qui t'inspire comme musique? C'est quoi ton genre musical à toi que tu aimes écouter dans ta voiture, à la maison, un peu partout? Ben, j'aime bien écouter de la musique rock, puis sinon, plus des groupes underground. J'aime bien ça. Donc, si tu t'en vas en littérature, c'est que tu comptes pas nécessairement faire une carrière en musique? Non, parce que, ben, au Témiscamingue, c'est pas si évident que ça, une carrière en musique, mais une carrière en écriture, c'est plus facile. Parce qu'on peut faire ça n'importe où. Au Témiscamingue, tu dis ça, c'est parce que tu aspires à demeurer au Témiscamingue, à Ouais, grandir, j'aimerais vieillir bien au ça. Témiscamingue? J'aimerais bien ça. Pourquoi? J'aime ça entendre ça. Ben, c'est beau, le Témiscamingue. Le monde sont sympathiques. Tu sais, tu vas en ville, puis le monde te parle pas, ou bien ils sont bêtes, puis ils te klaxonnent tout le temps après quand tu vas pas assez vite. Puis tu viens au Témis, puis aussitôt que tu parles à quelqu'un, il va te faire un beau sourire dans la rue. Puis si t'as pas une bonne journée, bien, il va toujours avoir quelqu'un qui va venir. Puis je trouve ça vraiment beau. Si tu compares ça aux autres places, je trouve que, mettons, le paysage est pas autant beau. As-tu des projets musicaux pour cet été? Jouer avec ta famille ou... Ben, j'ai un peu un petit groupe avec mon frère. Là, on joue dans une shed chez ma tante. Puis Parfait. ça se peut qu'on rejoue un peu cet été, mais sinon, c'est à peu près ça. Une dernière question, Juliette. J'ai remarqué que les chansons que tu as interprétées, tu réussis quand même à les mettre un peu à ta couleur à toi par des intonations différentes. Est-ce que c'était voulu? Oui, parce que je trouve qu'on devrait jamais essayer de reproduire une chanson. On devrait plus essayer de se l'approprier pour qu'elle ait différentes vies. Effectivement, c'est une belle conclusion. Merci d'avoir conclu cette émission-là avec moi. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe de 100% Témis qui a collaboré à cette émission. On remercie également Meubles à Traverse pour le mobilier qui a servi de plateau aujourd'hui et la Frite au bec de Notre-Dame-du-Nord parce qu'ils nous ont accueillis dans cet endroit très majestueux. On vous dit à dimanche prochain et on vous laisse avec une dernière chanson de Juliette Lefebvre-Tardif. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Oh, mother, tell your children not to do